Voilà, bienvenue à vous tous, chers amis de d'Alia Show. Aujourd'hui, nous sommes en direct et spécialement pour parler de la diaspora congolaise. Pourquoi? Parce que dans quelques heures, la République démocratique du Congo va célébrer ses 60 ans d'indépendance. Mais j'avais pensé qu'on puisse un peu réfléchir, nous qui habitons à l'extérieur, nous qui avons immigré, nous qui avons fondé des familles à l'extérieur, nous qui faisons partie de la diaspora, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une communauté congolaise forte dans des pays étrangers où nous vivons? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, j'avais mis l'annonce et je vous avais prévenu, je vous avais dit que je vais recevoir Fabien Kousouanika, qui est journaliste sur Télé Tchangou, celui que vous connaissez, et il est spécialisé en matière politique de la République démocratique du Congo. Alors, il ne sera pas seul, j'aurai aussi Jacques Kini qui est aussi journaliste au Congo, sur place au Congo, et je l'aurai par téléphone. Alors c'est avec eux que nous allons nous entretenir et réfléchir un peu, discuter et savoir quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place pour former, pour avoir une communauté forte. Et nous avons immigré, nous avons eu des enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour même la jeunesse congolaise qui est en train de grandir dans la diaspora afin qu'elle soit une jeunesse forte et influente? Voilà, je suis avec Fabien Kousouanika de Télé Tchangou, comme vous le voyez. Bonjour Fabien, bonsoir chez toi. Bonjour, chers consoeurs, voilà, Dali Mobembo. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment ici. Et c'était un plaisir pour moi d'être sur ton plateau, même si c'est de façon virtuelle, bien entendu aussi, de parler à nos internautes spectateurs. Mhm. Merci beaucoup parce que je sais que tu es trop busy. Et bientôt là, toi, tu dois aller aussi dans ton direct. Donc, il y a des gens qui t'attendent de l'autre côté. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, si tout est prêt, nous pouvons aussi avoir Jacqueline en ligne pour que nous puissions commencer notre conversation. Mais la première question est celle-ci. Quelle lecture, au fait, tu fais, Fabien, sur la situation actuelle, 60 ans après, bientôt dans quelques heures, le Congo, la République démocratique du Congo, va totaliser 60 ans, en fait, va célébrer 60 ans d'indépendance. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Bon, je pense que si on est un minimum sincère, ce qui vient à l'esprit d'abord, c'est les constats d'un gâchis, tout simplement. Mm. Donc, 60 ans après, de continuer à vivre comme on le vit aujourd'hui, et ce sur tous les plans, d'être considérés encore comme des gros enfants, Mhm. je pense que c'est des constats de l'échec, tout simplement. Et nous n'avons pas été à la hauteur de la promesse des pères de notre indépendance, Mm. qui ont pensé, qui ont escompté un Congo meilleur. D'ailleurs, ainsi que l'indique notre hymne nationale, nous pensions que, voilà, unis par le sort, Mhm. nous bâtirions un pays plus beau qu'avant, mais au contraire, je pense que si aujourd'hui on est sincère, qu'on veut se regarder droit dans les yeux, en essayant un peu d'avoir une rétrospective sur notre situation commune, Mhm. le gâchis est tout à fait patent Mhm. et comparé à la situation de 1960, je pense que le Congo a sacrément reculé et de ce point de vue, je pense que c'est notre responsabilité commune. Mhm. Donc voilà, pour répondre à ta question, donc je pense que mon idée, c'est les constats d'échec, non seulement d'un échec, mais d'un véritable gâchis. Mhm. Donc, en un mot, c'est comme si nous avons tourné en rond. Nous n'avons pas avancé. Bah, tourner en rond, je pense que là, tu es encore un peu plus optimiste. Mhm. Je pense que si vous comparez la vie, j'aurais aimé peut-être que quand je vois la situation actuelle que nous ayons tourné en rond. Mais si vous comparez la situation actuelle par rapport à la situation de 1960, Mhm. bon, nous avons reculé, on n'a même pas tourné en rond. Mhm. On a reculé, tout simplement. Mhm. Donc, je ne sais pas si tu saisis un peu ma nuance. Oui, 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 oui. Donc, si nous avons tourné en rond, c'est-à-dire qu'à la limite, nous serions à la situation de 1960. Mhm. Mais là, on n'a pas avancé, mais au contraire, nous avons peut-être reculé. Bon, ça dépend aussi de sous quel angle on le voit. Parce que bon, je me situe beaucoup plus au niveau de la situation
économique et social du Congolais. Mais peut-être qu'il y a des domaines où nous avons avancé, notamment en termes, par exemple, de la formation. À l'indépendance, nous avions, je pense, 5 ou 6, moins de 10 universitaires, mais aujourd'hui, il y en a énormément. Mais bon, la conséquence positive de cette inflation d'universitaires, c'est quoi? Il n'y en a pas, au contraire. C'est comment la situation de pauvreté qui continue en tout cas de gangréner la nation congolaise. En parlant des universitaires, je crois qu'il y en a beaucoup, mais il y a aussi la qualité, hein? La qualité qui laisse aussi à désirer. Et, les gens ont fini, les jeunes, les étudiants ont fini, sortent de l'université et puis après, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'opportunité. Ça aussi, c'est un grand problème que nous constatons au niveau de notre pays, n'est-ce pas? Bien entendu. Mais s'il y a cette, comment dire, euh, s'il y a le chômage, par exemple, au niveau des universitaires, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas été capables de mettre en place des politiques qui amènent à la création d'emplois en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous décrions, par exemple, la corruption, mais voilà, tout le temps, cela n'a été que corruption, cela n'a été que corruption, mais malheureusement, les universitaires que nous avons, au lieu de défendre les pays en étant objectifs par rapport même à la qualité de ceux qui nous dirigent, c'est bien plus l'universitaire congolais de ce 60 ans qui a même, un peu comme en Afrique partout, hein, qui a même été le levier pour asseoir soit la dictature, soit l'imposture, soit la domination, soit l'occupation. Et de ce côté-là, comme je le disais, ben, c'est un véritable échec qui est à la fois celui des universitaires et qui est à la fois tout simplement celui du Congolais. Alors, je ne sais pas si nous avons Jacqueline en ligne. Est-ce qu'il est là? Oui, je suis là, Dali. Bonjour Jacques, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, je t'entends très bien. Bonsoir, j'ai vraiment du mal à entendre. Par contre, moi, je n'entends pas. Je n'ai rien entendu de ce qu'il a dit parce que le son est vraiment trop bas. Ben, lui, il ne t'entend pas non plus, je ne sais pas. Nous allons vérifier cela de notre côté. Mais sinon, tu m'entends bien, là? Moi, je t'entends très bien, par contre, pas Jacques. Allô, Jacques, tu es là? Oui, oui, je suis là. OK. Alors, la question que je venais de poser à Fabien était de savoir quelle est la lecture que tu fais sur l'état de la République démocratique du Congo en ce moment où elle va bientôt fêter ses 60 ans d'indépendance. Qu'est-ce que tu penses de son état actuel? Ben, 60 ans d'indépendance de la RDC, je pense que ça nous amène à pouvoir réfléchir sur quel modèle de l'aurait. Mais vous savez, quand une personne atteint 60 ans, 60 ans d'âge, ça veut dire qu'il est arrivé à une certaine maturité où normalement on ne devrait plus voir les crises politiques qui évidemment peuvent toujours exister d'une manière ou d'une autre, excusez-moi. Mais je pense qu'à 60 ans, on est quand même assez adulte et assez responsable et assez stable. Jacques, je t'entends en double là, s'il te plaît. Allô, Jacques? Je t'entends en double. Est-ce que tu peux diminuer là où tu nous suis sur YouTube? Non, c'est peut-être ma faute en fait, parce que moi, comme je n'entends pas depuis là, j'ai pu mettre spécifiquement sur mon téléphone pour l'entendre. Bon. Donc, je ne sais pas, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Vas-y. D'accord. Donc, je disais que la RDC, quand on va 60 ans en arrière, et quand on regarde aujourd'hui, on a presque les mêmes types de problèmes qu'on a eu du temps de Lumumba, du temps de Kasavubu, où il y a cette crise politique-là qui va amener deux personnes à ne pas s'entendre à un certain moment pour qu'il y ait une troisième personne qui arrive et qui impose des logiques pendant 32 ans d'indépendance. Donc aujourd'hui, nous avons la même configuration où on a d'un côté un président qui est en fonction et non un autre qui fait office d'autorité morale
d'un certain nombre de gens qui tiennent les appareils politiques entre leurs mains. Donc, on risque aussi, à un certain moment, de se retrouver avec une troisième personne qui sortirait, qui mettrait tout le monde à la touche. Et donc, la RDC n'a pas encore trouvé ses marques. C'est triste de le dire, mais nous sommes encore à un stade où les gens se disputent encore le pouvoir. On ne sent pas qu'il y a des hommes d'État capables de pouvoir donner des impulsions, donner des idées pour que les gens puissent avancer vers des perspectives nouvelles. Les gens sont remplis de diplômes qui ne leur servent pratiquement à rien. Beaucoup de jeunes sont en train de traîner dans la rue, les koulouna et tout ça. C'est l'exemple type d'un manque de vision. Pendant 60 ans, la RDC souffre d'un sérieux manque de vision. C'est ce que je peux dire. Merci, Jacques. Alors, là où vous êtes, toi, tu as resté un moment en Belgique et puis tu es retourné en République démocratique du Congo et Fabien est en Belgique en ce moment. Alors, j'aimerais quand même savoir vos avis sur la diaspora, la communauté congolaise, là où vous habitez, là où vous résidez en ce moment, ainsi que la jeunesse congolaise. Qu'est-ce que vous en pensez? Je commence par Fabien. Bon, déjà, je n'ai pas suivi ce que Jack a dit, donc difficile de pouvoir émettre un point de vue sur son intervention. Alors, ce que nous pensons de la diaspora, c'est que moi, je pense de la diaspora congolaise, spécialement ici en Belgique. Je pense, bon, elle ressemble un peu à toutes les diasporas congolaises dans le monde, hein, je pense. C'est une diaspora qui est à la fois dynamique, on va le dire, dans la mesure de ses possibilités, de ses moyens, mais aussi une diaspora qui n'est pas tout à fait unie en termes de cohésion, en termes d'identité comme diaspora congolaise. Ce qui veut dire que très souvent, en dehors de quelques initiatives éparpillées, diversifiées peut-être, mais on a rarement une organisation fêtière des Congolais qui regarde vers la même direction, beaucoup plus pour des intérêts de la diaspora elle-même en tant que diaspora congolaise de Belgique, et peut-être aussi comment elle peut se projeter par rapport à la situation en République démocratique du Congo. Même elle-même, comment elle peut se positionner par rapport à la République démocratique du Congo. Je pense que de ce côté-là, il y a un véritable vide qu'il faudra peut-être un jour chercher à combler. Je ne sais pas de quelle façon, mais c'est comme on dit souvent, du choc des idées que jaillit plutôt la lumière. En ce qui concerne la jeunesse, bon, c'est peut-être la même chose. Donc, il n'y a pas une structure, par exemple, qui travaille sur l'encadrement de la jeunesse congolaise, de la diaspora. Il existe certes quelques initiatives personnelles, quelques initiatives, comment dire, particulières, mais peut-être là où nous pêchons un peu, c'est qu'il n'existe pas jusque-là une organisation fêtière qui se présente comme une véritable initiative congolaise de la diaspora, qui travaille pour, par exemple, l'intégration économique, peut-être même pas l'intégration, peut-être même l'émancipation économique, sociale et politique du Congolais, de la diaspora ici en Belgique, et qui se projette, par exemple, par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo, sous son rôle dans la mère patrie. Donc voilà ce que je peux dire d'après mes constats. Peut-être que demain, ça changera. Qui sait, avec le déclic du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Jacques? Oui. Oui, je sais qu'on a un petit problème, un petit souci, parce que tu n'arrives pas à entendre Fabien. Mais bon, qu'est-ce que tu penses alors de la diaspora congolaise? Parce que tu as résidé en Belgique. Qu'est-ce que tu penses de la diaspora congolaise? Qu'est-ce que la diaspora congolaise doit vraiment faire pour devenir une communauté forte là où elle est, en Belgique? Bon, d'accord. J'entends très bien ce que tu dis, Dali. Et quand on dit diaspora, je ne suis pas là pour donner un cours ce qu'on appelle diaspora, mais moi, il y a quelque chose qui me retient, qui retient toujours mon attention quand on parle de la diaspora congolaise. Il y a
il y a une définition, on dit ensemble de membres d'un peuple dispersé à travers le monde, mais restant en relation. Ouais. Il y a quand même l'aspect rester en relation qui reste en ligne de compte. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, on n'est pas seulement diaspora parce qu'à un certain moment, on a quitté son pays pour aller vivre dans un pays autre que le sien, mais il y a aussi cet aspect de rester en relation parce que, voilà, d'emblée, on dit que on est là parce que, voilà, il y a... moi, j'ai vécu en Belgique, disons que d'une certaine manière, je vis encore en Belgique, même si je me retrouve à Kinshasa en ce moment. Donc, voilà, il y a deux choses, ou peut-être trois choses que je dirais, que je pourrais soulever comme des points essentiels. Et donc, il y a l'aspect être en relation qui dit être dans une organisation. Aujourd'hui, il faut voir l'état de la diaspora congolaise. OK? Et je suis à Kinshasa pour dire que même la vision de Quinois par rapport à ce qu'on appelle diaspora, il y a une sorte de rupture, à part le fait que voilà, les gens qui sont dans la diaspora vont peut-être envoyer un Western Union, un code Western Union, et puis bon, les gens vont s'en sortir. Mais il y a une rupture. Les gens qui sont à Kinshasa ne se comprennent pas très bien avec ceux qui sont au sein de la diaspora. Alors, puisqu'on parle de stratégie, justement, la première, c'est de pouvoir être organisé. Et je crois que dans les chefs des Congolais, c'est ça qui manque. Peut-être qu'il existe des associations, nous savons, il existe des structures, mais cet aspect peut être le plus important. C'est-à-dire que les associations existent, mais la question c'est comment capitaliser pour être plus influent. Aujourd'hui, on a des problèmes de confiance au milieu des Congolais. Il y a un manque de sérieux, je peux dire, en matière, par exemple, de finances ou quoi. Quand les Congolais se mettent ensemble pour faire quelque chose, même si ça commence bien, ça finit toujours par des discussions autour, par exemple, du leadership, qui doit être le chef, ou bien tel a bouffé l'argent qui était prévu pour telle chose, le goût du pouvoir. Donc, il y a un peu cet aspect-là, l'esprit Wenge, qui fait que voilà, à un certain moment, on a commencé et puis on va se séparer. Donc, quand on veut parler de stratégie, la première des stratégies, et pas la moindre, je dirais qu'il faut d'abord que la diaspora congolaise arrive à être des structures très bien organisées pour pouvoir justement faire des choses ensemble et pouvoir conjuguer les forces ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Malheureusement, c'est propre peut-être aux Congolais l'aspect, le fait de pouvoir commencer ensemble mais de ne jamais finir ensemble. C'est un parallélisme qui se fait entre le politique, le religieux et aussi le social. Parce que quand on voit dans la sphère politique congolaise, on trouve des gens qui commencent ensemble, puis à un certain moment arrêtent, se disputent ceci ou cela, et l'autre va dans tel camp, l'autre va dans tel camp. Dans les églises, c'est pareil. Dès qu'on a deux pasteurs dans une église, c'est deux églises potentielles qui vont naître. Et donc, dans la société, nous avons ce problème-là. Maintenant, la première chose la plus importante, comme je disais, c'est qu'il faut que la diaspora congolaise arrive à influer suffisamment, et pour y arriver, il faut d'abord être organisé suffisamment, parce qu'il y a cet aspect-là, comme j'ai dit au départ, il y a d'abord l'aspect organisation, rester en relation. Tel est venu, Fabien est venu de mon pays, Dali est venu de mon pays, et nous nous mettons ensemble, nous réfléchissons ensemble sur comment faire ensemble, mais de manière soudée et unie, pour pouvoir éventuellement faire d'autres choses. Après, j'ai d'autres choses à dire, mais je ne sais pas si j'ai suffisamment le temps, ou bien je peux laisser, et puis on va continuer plus tard. On peut avoir aussi maintenant l'avis de Fabien. Fabien, qu'est-ce qu'on peut mettre comme stratégie pour avoir une communauté forte? Mais là, déjà, je vois Stevie Mbela qui dit la clé d'une communauté forte, c'est une forte économie. Je pense que Stevie Mbela a raison parce que, par exemple, ici, quand vous allez à Vancouver, la communauté chinoise, elle est très forte parce que elle a une...
c'est elle qui soutient en fait l'économie de Vancouver. Donc, nous, je pense aussi que nous devons aussi adopter en fait, nous inspirer de cette communauté. Par exemple, nous qui sommes ici au Canada, nous devons nous inspirer de cette communauté et voir comment ils y sont arrivés. Parce que je pense que être ensemble, faites ceci, faites cela, je pense que ce n'est pas vraiment ça, mais je crois qu'on doit comprendre où nous sommes, où nous habitons, qu'est-ce que les autres font pour influencer, pour devenir une communauté influente, afin que nous puissions avoir une voix lorsque, par exemple, il arrive des élections, que l'on puisse s'intéresser à la communauté congolaise, que les politiciens soient sûrs qu'on peut compter sur la communauté congolaise, on peut aller au sein de la communauté congolaise pour avoir des voix, par exemple, n'est-ce pas? Mais il faut qu'on ait des stratégies, il faut qu'on ait des nouvelles idées pour qu'on y arrive. Je pense que vraiment, c'est très important. Fabien, qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'ai essayé un peu de suivre un tout petit peu Jacques, il n'a pas tout à fait tort, mais en même temps, je considère, en ce qui me concerne, que l'organisation que nous demandons en réalité n'est pas forcément une organisation qui mettrait tous les Congolais dans un même bord, Okay. tous les Congolais dans un même sac. Bon, de toute façon, je pense que ça aussi, ça n'existe dans aucune diaspora. Hein. Il y a toujours parfois des antagonismes et ainsi de suite. Mais c'est-à-dire qu'à un certain moment, malgré que nous sommes divers ou diversifiés, il faudrait qu'il y ait quelque part des raccords qui font que nous ayons quand même des projets collectifs qui tendent dans une certaine mesure vers une même direction. Et je suis d'accord en partie, par exemple, avec notre ami Steve Mbela, qui estime que la clé d'une communauté forte, c'est une forte économie. C'est vrai, en bonne partie, mais je ne pense pas que si pour arriver à atteindre cette forte économie, vous devrez mettre en place des mécanismes qui arrivent à ce que, voilà, vous ayez cette économie forte. Et vous ne pouvez pas y arriver sans une organisation. Alors, quand tu donnes, par exemple, l'exemple de nos amis chinois et ainsi de suite, vous allez voir que si vous observez très bien l'organisation que nous voyons des Chinois, peut-être c'est le reflet peut-être de l'organisation des Chinois chez eux, par exemple. Et ceci se répercute parce qu'ils pensent qu'ils ont une communauté de destin quelque part. Et si on y voit même de près, vous ne serez pas surpris de voir qu'il y a peut-être le gouvernement chinois d'une manière ou d'une autre, ou peut-être certains mécènes chinois qui sont derrière ces genres d'initiatives. Donc, pourquoi je le dis? Parce que la plupart des diasporas qui s'organisent, ce sont aussi des diasporas qui sont parfois en symbiose avec leur gouvernement. Ceci parce que ceci permet à ce que, pour une diaspora comme la nôtre, où malheureusement, il faut le dire, hein, regarde un peu ceux qui viennent, ceux qui sortent de chez nous, qui viennent ici. Dans un premier temps, nous sommes en fait des gens, on est au Lubara, qui se cherchent en fait. Et s'il n'y a pas un soubassement d'une certaine puissance qui aide à l'instauration d'une unité d'action, parfois ça pose énormément de problèmes. Vous n'allez pas demander à des gens qui sont déjà en difficulté de pouvoir chercher, comme on dit, son kwanga pour peut-être nourrir ses enfants. Quand vous l'appelez dans un projet collectif, à un certain moment, il n'y a pas adéquation entre ses intérêts à lui et les intérêts collectifs. Et ceci empiète un peu dans notre capacité de nous organiser. C'est comme ça qu'on arrive dans des situations où il y a des problèmes de leadership, il y a des problèmes où, ben voilà, tel veut se faire voir, et ainsi de suite. Et ceci complique en réalité notre capacité à nous organiser. Mais maintenant, s'il y avait des structures qui font en sorte que, bon, tiens, telle personne peut venir dans une histoire qui est tout à fait collective, tout en ayant, par exemple, résolu quelques problèmes qui sont de nature personnelle, en ce moment-là, on pourrait peut-être penser à une diaspora qui peut avoir une certaine cohésion. Et vous allez voir aussi qu'en ce qui nous concerne, il y a aussi, par exemple, le côté politique qui pose aussi problème. Si nous ne voyons pas les choses de la même façon, et ça c'est depuis, d'ailleurs même, je pense même que ce sont là les tares du Congolais, parce que depuis l'indépendance,
on s'est beaucoup plus vu en termes de telle province, de telle ethnie, et ainsi de suite. Et la situation politique, malheureusement, aidant dans son évolution, cela aussi a essayé un peu de compliquer la tâche. Parce que les initiatives pour s'organiser, Dali, je peux te dire qu'elles ont toujours existé. Oui, oui. Et comme Jacques l'a dit, le problème, c'est qu'elles n'ont jamais vraiment fonctionné. Malheureusement. Pourquoi elles n'ont jamais fonctionné? C'est ça la vraie question. Vous allez voir que nous sommes à la limite, comme je le disais, dans d'autres diasporas, il y a aussi des problèmes, mais dans d'autres diasporas, on trouve quand même quelques organisations fêtières qui sont arrivées à réaliser bon, je ne dirais peut-être pas de gros projets, mais en tout cas des projets qui fonctionnent. Dernièrement, je parlais avec un frère camerounais qui m'a dit que non, eux, ils ont une mutuelle pratiquement d'au moins 3000 personnes où chaque mois, chaque membre met, je pense, 10 euros. Ça signifie que 10 euros, 3000 personnes, chaque mois, ils ont 30 000 euros. Et ils ont un système qui fait que toute personne qui met son argent dans cette structure a des droits et des devoirs. Et s'il ne répond pas à ce devoir, il a des sanctions. Et même en termes de droits. Donc, ça fonctionne. Déjà, arriver à 3000 personnes, je pense que c'est énorme. Mais si vous mettez ça dans notre communauté, vous vous rendrez, en tout cas, très bien compte qu'il n'y a pas une telle organisation qui fonctionne. Et d'ailleurs, moi, c'est que je pense, ça serait même un leurre de penser que pour organiser la diaspora congolaise, il faut aller vers des structures mastodontes où on va retrouver tout le monde. Non. Ce qui est plus important, c'est que même une structure qui est petite, mais qui est, comment dire, une idée tournée vers le développement du pays, qui s'identifie comme une véritable initiative de la diaspora, peut-être qu'à partir de celle-là, quand elle a fonctionné, les autres pourront venir se greffer. Et je pense que c'est ça que les autres ont compris, notamment les Chinois. Bon, écoutez, je suis venu chez vous là. Vous allez dans des quartiers où il y a tout un quartier chinois. Ça fonctionne. On les respecte comme tel. Les États-Unis, du parking, c'est entre les mains des Éthiopiens, par exemple. Le domaine de l'hôtellerie, c'est entre les mains des Indiens. Le domaine de la coiffure, chez vous au Canada, je pense que c'est les Haïtiens ou je ne sais pas moi. Voilà, c'est des trucs comme ça. Pourquoi est-ce que quelque part, c'est peut-être une, deux personnes qui se sont organisées avec le soutien peut-être obscur ou je ne sais pas, ou peut-être pas très visible, mais qui ont su faire quelque chose. Mais nous, ça n'existe pas, tout simplement. Bon, par rapport à tout, c'est vrai, on ne peut pas identifier une seule cause, mais je pense qu'il y a une conjonction de plusieurs causes qui sont là et qui ont toujours fait que malheureusement, nous ne puissions pas avancer dans ce domaine. J'étais en train de réfléchir, quand j'étais en train de préparer cette émission, je pensais aussi, vous voyez cet adage qui dit « la jeunesse est l'avenir d'un pays ». Donc, alors je me disais, si au moins on poussait nos jeunes à pousser plus loin leurs études, n'est-ce pas que ça changerait aussi quelque chose dans notre communauté, vous ne voyez pas? Moi, je le pense, parce que, et puis, je pense peut-être aussi que ça serait un prisme un peu réducteur de penser que notre jeunesse est la moins active ou la moins, comment dire, la moins dynamique des jeunesses africaines. Moi, je vois beaucoup de jeunes Congolais de la diaspora qui essayent des trucs et qui marchent d'ailleurs, qui marchent. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité parce qu'il n'y a pas un support pour porter ce genre de projet, par exemple, de nos jeunes. Et c'est là où ça pose des problèmes. Il n'y a pas de support tant au niveau gouvernemental, il n'y a pas de support tant au niveau de notre société, enfin nous-mêmes en tant que diaspora pour porter ce genre de projet. Ce qui fait que finalement, bon, chacun évolue un peu dans son concon, dans son petit milieu. Et nous n'avons pas une communauté de destin. Voilà peut-être le terme qui me manquait. Nous n'avons pas une communauté de destin en se disant que nous sommes d'abord Congolais, que nous pouvons nous organiser en tant que Congolais pour faire des choses pour nous, Congolais. De la diaspora d'abord, parce que nous sommes dans la diaspora, et aussi avoir un projet de la diaspora en République démocratique du Congo. Je pense qu'à ce niveau, nous n'avons pas encore réussi à atteindre ce niveau-là, comme par exemple chez certains de nos frères sénégalais, comme chez certains de nos frères maliens,
Et vous allez voir que ça, dans certaines des structures des Maliens, des Sénégalais, ce n'est pas tous, comment tous les Sénégalais ne sont pas là. Mais il y a au moins une communauté de destin qui défend les mêmes valeurs, qui regarde même vers la même direction, qui tente un peu de faire, et de ce point de vue, ils sont tout simplement respectés. Et ça, il faut le dire que ça nous manque un peu. Mais ce n'est pas perdu. Donc peut-être que de plus en plus, après 60 ans, nous allons prendre conscience que après tout, c'est pour notre honneur et c'est pour notre bonheur à nous-mêmes si on arrivait à réaliser un tel projet. En parlant des valeurs, là, je vois Roxy Mobembo qui a dit « Je pense qu'en partie, le fait d'avoir des valeurs communes permet d'avoir une diaspora forte. » Je pense que quand on a les mêmes valeurs, on aura aussi la même vision. Et on pourra faire des grandes choses et aller de l'avant aussi, faire des choses, des projets ensemble. Jacques Kini, tu es là? Je suis là, Dali, je t'écoute. Oui, qu'est-ce que tu penses de ce que nous venons de dire? Ok, j'ai bien suivi. Je crois que j'ai suivi aussi en partie ce que dit Fabien. Il a dit de très bonnes choses qui ont attiré mon attention. Je soutiens aussi la personne qui a parlé de force économique parce que je pense que justement la diaspora congolaise, ça c'était justement un des aspects que j'allais évoquer aussi, c'est que ça reste sans conteste la force économique qui va aussi déterminer le poids. Alors, il faut savoir que le monde évolue aujourd'hui, se construit sur le rapport de force. Alors, quel est aujourd'hui le poids économique de nous savons que la Corée est un pays qui est énorme et qui agit au niveau de la RDC. Mais quel est aujourd'hui le potentiel économique de la diaspora congolaise là-bas où elle se trouve, en Belgique, en France, en Italie, au Canada ou aux États-Unis? Donc, la diaspora est appelée à devenir vraiment un vrai partenaire dans la conquête justement des marchés. L'exemple type, c'est par exemple le procès 100 jours que nous avons tous suivi. Alors, il y a un procès parce que voilà, d'une certaine manière, il y a un étranger qui arrive à rafler les gros marchés en RDC. Bon, voilà. Malheureusement, dans le cas de ceux qui ont mal géré les choses, ils ont profité. Mais comment arriver à réfléchir sur le fait que voilà, un Libanais ou un Pakistanais ou un Indien vient en RDC et est capable de rafler les gros marchés? Alors, si nous faisons l'analogie, nous pouvons... Comment est-ce que la diaspora congolaise peut être aujourd'hui en France, en Belgique et partout ailleurs et être capable de rafler des gros marchés, même si on ne va pas se retrouver dans le cas de procès 100 jours parce que les gens ont mal géré. Disons d'une certaine manière, comment est-ce que les Congolais aujourd'hui peuvent être en Belgique, en France, aux États-Unis et pouvoir, et qu'on puisse compter sur eux. Allô, Jacques? Pour leur confier des marchés. Donc, c'est ce poids économique là sur lequel il... Non, je crois qu'on a du mal à comprendre ce que tu es en train de dire. Oui, oui, oui. Dali, on ne m'entend plus? Je t'entends très coupé. Allô? Allô? Allô, Jacques? Allô? Oui. Allô? Tu m'entends? Allô? Non, ta connexion n'est pas du tout bonne. Ah, on l'a perdu. Là, je vais continuer avec Fabien. Parce que vous comprenez, la connexion de Kinshasa est tantôt plus tôt. Hein? Je vais essayer de... C'est pas évident. C'est pas évident de faire un direct. Je vais essayer de revenir là. D'accord. Je pense que... Non, on a du mal à la voir. Voilà. Fabien, on parlait de la communauté congolaise, la diaspora. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour être forte dans son pays d'immigration?
Donc, si nous sommes en train de parler de ça, et des gens qui viennent vous qui venez de vous joindre à nous, si vous aimez ce que nous faisons, si vous aimez l'émission, alors n'oubliez pas de liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que nous avons toujours l'habitude de faire des directs. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche qui est juste à côté pour ne pas manquer de notifications chaque fois que nous avons un programme, chaque fois que nous sommes en direct, chaque fois que nous mettons une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Alors, likez maintenant, je vous laisse une seconde. Likez et puis abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Voilà. Fabien, qu'est-ce qu'il faut alors pour que la communauté congolaise puisse avoir puisse devenir cette communauté qui a quand même une économie forte, qui a une force économique en fait? Ben, je pense qu'il n'y a pas vraiment suffisant, il n'y a pas beaucoup de miracles à faire. Donc, ça passe d'abord par la prise de conscience, de mon point de vue en tout cas, par la prise de conscience que c'est, comme on dit, il y a même la devise de la Belgique, c'est l'union fait la force. Que c'est dans l'union qu'on peut faire beaucoup de choses. Cette prise de conscience-là va amener à l'organisation de la diaspora en tant qu'une structure qui regarde vers une même direction. En dehors de ça, bah, écoutez, nous avons bien beau parler, je pense que les choses ne pourront pas, en tout cas, changer de sitôt. Parce que regardez, comme je le disais, la plupart des gens qui viennent ici, nous ne sommes pas comme, je sais pas, peut-être les Nigériens, même les Nigériens. Nous ne sommes pas comme des Occidentaux, par exemple, qui viennent en Afrique avec un fonds ou avec du matériel, avec quelque chose pour exploiter l'Afrique. Nous venons ici complètement, on va dire, dépouillés. Nous venons ici avec l'idée de pouvoir trouver quelque chose. Je ne pense pas que sur 100 Congolais que tu rencontres en route, tu en trouveras même 3 ou 4 qui sont venus avec 10 000 $ en poche au Canada, en Belgique et tout ça, avec l'intention d'investir au Canada. Il n'y en a pas. La plupart, nous sommes arrivés avec l'intention, beaucoup plus, de trouver du boulot ici et de peut-être, voilà, de commencer à éduquer ses enfants, de donner une chance à ses enfants. Ça signifie que nous arrivons ici, non pas comme investisseurs, nous arrivons ici comme, on ne va même pas dire comme employés, nous arrivons ici un peu comme ouvriers. Nous venons chercher comment les meilleurs pour nos enfants. Donc, de ce point de vue, la seule façon que nous avons de pouvoir trouver les moyens de faire quelque chose, c'est de nous organiser. C'est de nous organiser en se disant, mais tiens, si nous avions par exemple une banque des Congolais de l'étranger, ou au Canada, ou en Belgique, et ainsi de suite, ça signifie à ce moment-là que nous pouvons générer peut-être des moyens petits, pris individuellement, mais qui peuvent constituer une bonne source, par exemple, de financement pour les Congolais qui ont des idées, collectivement. Parce qu'individuellement, nous ne savons pas le faire, mais collectivement, nous pouvons le faire. Donc, c'est en ce moment-là que je parle de l'organisation. Donc, pris comme ça, cette organisation peut être économique, elle peut être financière, elle peut être même politique, ça dépend. Elle peut être aussi politique. Parce que si vous voulez changer les choses au Congo, il y a une façon de faire les choses aujourd'hui, peut-être qui pourrait beaucoup plus marcher que ce qui se passe aujourd'hui. Mais au contraire, politiquement, les gens de la diaspora, ils fonctionnent comment? Ils attendent les partis qui viennent du Congo pour adhérer et aller faire la queue à Kinshasa, par exemple. Et pourtant, on a connu des situations où l'organisation de la diaspora est arrivée à s'imposer dans leur pays d'origine et augmenter le cours des choses. Une diaspora influente. Influente, voilà. Et tout ça, en réalité, c'est une réflexion que l'on doit faire pour arriver à changer un peu la donne. Et comme je le disais, ça passe malheureusement, première chose, par une prise de conscience. Et cette prise de conscience va appeler à ce que les gens puissent regarder les yeux dans les yeux, identifier les éléments qui constituent des freins pour nous organiser. Et dès qu'on aura élagué ces éléments, alors en ce moment-là, on passe à l'étape suivante, celle qui est de l'organisation, donc des Congolais organisés. Et en ce moment-là, on passe à l'étape de projet. Sinon, bon, écoutez, nous avons beau
crier, parler, bon, je ne vois pas que ça puisse changer grand-chose. Donc, pour moi, pour que la diaspora congolaise aujourd'hui puisse en sortir, d'abord, il faut qu'elle prenne conscience du fait qu'elle a un rôle à jouer, faire un état des lieux de son côté positif et de son côté négatif, arriver à s'organiser, et quand on s'organise, mettre en place des projets collectifs, et en ce moment-là, peut-être qu'il pourra jouer un rôle majeur par rapport à son évolution. Ici, je le précise, quand je dis ici, donc dans la diaspora, peu importe, soyez américain, indien, camerounais, belge ou, que dis-je, français, et aussi, bien entendu, au pays. J'ai suivi la partie où notre ami Jack intervenait. Vous sentez que quand nous allons à Kinshasa, par exemple, au Congo, on ne nous voit pas comme des Congolais normaux. On nous voit comme de Congolais un peu, pas différents dans le sens positif, mais comme des Congolais un peu, bon, voilà, différents en fait, parce que tout simplement, pour eux, nous venons d'ailleurs et que nous sommes déconnectés peut-être de leur réalité, d'ailleurs dans le monde politique. Voilà, on vous considère comme soit des profiteurs, comme soit et ainsi de suite. Oui, on nous considère comme ça parce que bon, c'est la réalité, c'est ce que nous avons. Mais c'est la réalité, pourquoi? Parce que ceux qui viennent là-bas ne vont pas avec des projets. Voilà. Ils vont là pour justement chercher des postes et peut-être à trouver quelque chose à mettre sous la dent. Mais si ces gens-là allaient à Kinshasa avec un projet, et même nous en tant que diaspora, bon, peut-être là je vais te mettre un peu l'eau à la bouche. Moi souvent je reçois un peu beaucoup d'appels de nos compatriotes qui proposent des trucs, d'autres même qui vous proposent tout simplement de prendre la tête soit d'un mouvement, soit de ceci et de cela. Et c'est là aussi peut-être un peu le piège. Parce qu'en réalité, nous avons l'impression comme si les Congolais étaient éduqués à attendre quelque chose des hommes providentiels. Mais moi, je crois à des projets participatifs où tout le monde se sent concerné, même un leader. Un leader doit se sentir aimé, soutenu, et comment bien aussi surveiller, ça permet à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Je pense aussi qu'on a aussi un problème de leadership. Les leaders ne savent pas comment se comporter en leader. Mais tout simplement parce que ce leader-là, il sort de notre société à nous. Il ne vient pas d'ailleurs. Il a la même vision que nous, il a la même façon de voir les choses que nous autres. Et parce qu'en étant là, il trouvera toujours des gens qui réfléchissent ou qui réfléchissent un peu comme lui, qui viendront lui dire préso, patati, machin. Et en ce moment-là, ça peut aller dans tous les sens. Mais si nous avons au départ un système de valeurs qui nous permettent en tout cas de pouvoir bien cerner les choses, je pense que la situation changera. Donc je disais, parfois j'ai des contacts comme ça, des gens qui vous disent non, on peut faire ceci, on peut faire cela. Et bon, il m'arrive parfois de dire bon, peut-être que je ne suis pas prêt, ça ne peut pas se faire comme ça, et ainsi de suite. Donc là, c'est que je disais que, vous savez, pour organiser la diaspora par exemple, nous n'avons pas besoin d'avoir une diaspora. Parce, bon, on nous estime, je ne sais pas, il y en a qui disent que nous sommes 100 millions, d'autres disent que nous sommes 50 millions, d'autres ainsi de suite. Prenons la diaspora. Bon, allez, permettez-moi un peu ce terme. Prenons rien que la diaspora des pays qui comptent. Ça signifie les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, disons l'Europe, l'Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis. Prenons même cette diaspora-là. Admettons même que nous soyons 1 million dans cette diaspora, même si nous sommes 100 000. Nous ne sommes pas obligés d'avoir une structure fêtière qui regroupe 100 000 personnes. Non, ça ne sera pas possible. Mais il suffit par exemple d'avoir une structure de 1000 personnes, 2000 personnes organisées et qui tentent des histoires. Cette structure peut entraîner d'autres personnes. Oui. Donc, je disais, voilà pourquoi nous sommes en train de travailler, nous, en ce qui nous concerne, je ne veux pas dévoiler tout le projet, sur un projet de structure économique de la diaspora congolaise, où on se dit, quand même, dans cette diaspora, nous pouvons trouver 1000 Congolais
qui sont capables de mettre 1000 $ par an. Quand même, nous pouvons les trouver. Oui. Ça signifie que quand vous avez 1000 Congolais qui mettent 1000 $ par an, vous avez 1 million de dollars par an. Voilà. Mais c'est déjà quelque chose parce que vous n'avez pas ça. Il n'y a pas une seule structure de Congolais qui est capable de sortir 500 000 $. Il n'y en a pas. Enfin, je ne sais pas si tu la connais, mais en tout cas, moi, je ne la connais pas. Jusque-là, non. Jusque-là, non. J'étais surpris. Est-ce que, c'est pas que tu as suivi, avec, avec cette histoire des coronavirus. Oui. Va sur GoFundMe, il y a une collecte des Éthiopiens. Le jour où j'ai regardé cette collecte pour soutenir leurs frères qui sont restés au pays, la communauté éthiopienne avait déjà réuni plus de 850 000 $, Dali. Alors, ça, c'est vraiment un exploit. La collecte a déjà pris fin. 850 000 $ réunis par la communauté éthiopienne. C'est ça ce qu'on appelle une diaspora organisée. Voilà. Pourquoi? Parce que cette diaspora-là a une communauté de destin, parce que cette diaspora-là se fait confiance, parce que cette diaspora-là est organisée. Donc je me disais, est-ce que ce sont tous les Éthiopiens qui ont donné? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et il y a un groupe de gens qui croient en ce projet. Donc je disais que nous sommes en train de travailler sur un projet où, dans un premier temps, on va viser 1000 Congolais organisés, 1000 Congolais qui sont capables de donner 1000 $ par an. Donc ça fait dire que après 5 ans, vous avez 5 millions de $. Ça, c'est la base. Mais vous pouvez aussi être 2000, vous pouvez être 3000. Mais je crois que ce qui se passe dans notre communauté, de fois, ce sont les objectifs qui ne sont pas clairs, qui mettent au fait des points d'interrogation dans la tête de certaines personnes. Ils vont se dire, bon, pourquoi ils veulent cet argent? En fait, le projet n'est pas bien expliqué. C'est ça aussi qui pose problème. Le projet n'est pas clair. Il y a non seulement la clarté du projet, le projet peut être clair, mais il y a aussi, là aussi, José, comment Jacques l'a signalé, il y a un manque de confiance terrible. Les gens sont déçus. Voilà. Mauvaise expérience. Les projets n'ont jamais manqué dans cette diaspora. Je donne un exemple. Une fois, on m'a invité quelque part où des gens mettaient 100 $. Ils mettaient 100 $. Comme membre de la diaspora. 100 $ par mois. Et je pense qu'ils sont arrivés déjà à réunir un bon nombre de gens. Si vous allez poser la question sur ce qui est devenu ce projet, on va vous dire non, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Je ne sais pas, mais nous on dit Tala Utseki. Tala Kumamba, tout simplement. Donc il y a une rupture de confiance entre Congolais. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans l'initiative dont je suis en train de te parler, on s'était dit on ne va pas le faire en fonction de voilà, parce qu'on est Congolais, parce que tout le monde vienne. Non. On va le faire sous forme de partenariat, de parrainage, voilà le vrai terme, de parrainage. Moi, je suis Fabien Boussoanika. Je sais que dans mon entourage, il y a des personnes qui sont sérieuses, il y a d'autres qui le sont moins, il y a d'autres qui ne le sont pas du tout. Et si je veux que ce projet puisse marcher, tout en étant Congolais, mais je vais choisir la personne en qui j'ai entière confiance. Naturellement, oui. Est-ce que tu peux venir dans ce projet? Si Dali est d'accord, Dali va en parler à Joël. Nous amènera Joël. Joël nous amènera quelqu'un à qui il a confiance. Moi, je parle des 3 personnes en qui j'ai confiance. Ça signifie que si les 3 autres amènent 3 personnes qui ont confiance, sur moi, il y en a au moins 9 personnes. Et on va essaimer comme ça. L'avantage, c'est que quand il y a quelque part où quelqu'un a fauté, on fait par la généalogie de la personne qui l'a amené, identifier où le problème se pose et en ce moment-là, régler le problème par la filière qui nous a amené vers ce problème. Et les objectifs doivent être aussi clairs comme tu l'as indiqué. Et surtout que les personnes qui viennent dans cette organisation fêtière ne pensent pas qu'ils sont là pour avancer les objectifs des autres personnes, qu'ils avancent leurs objectifs. En fait, qu'ils doivent se comporter comme des actionnaires. Vous amenez, par exemple, vos 1000 $, mais vous êtes membre à part entière, comme tous les autres. Vous avez le même droit de vote. Et si vous n'êtes pas là, vous choisissez un héritier qui va suivre votre participation. Et nous sommes arrivés à cette conclusion. On s'est dit, mais écoutez, nous avons vu avec le coronavirus.
beaucoup de gens se disent, mais tiens, ah, non, putain, mine, on va soigner, et ainsi de suite. Mais si vous avez 5 millions de dollars, ça signifie que vous pouvez monter un hôpital des Congolais, par exemple, en Belgique. Oui, parce qu'il y a beaucoup de médecins congolais aussi. Hein? Des médecins congolais qui n'ont pas de structure. Donc, vous pouvez monter un hôpital des Congolais, géré par des Congolais. En cas de problème, ben, je pense que c'est beaucoup plus facile, si tu te sens en danger au Canada, de prendre l'avion pour venir te soigner en Belgique. Hein. Et la même chose si c'est au Canada et ainsi de suite. Même politiquement, même économiquement au Congo. Si vous avez 5 millions de dollars, vous pouvez décider de dire, mais tiens, si vous avez une école à Massina, vous avez une école à Bandal, vous avez une école, à Kitambo, ça signifie qu'en ce moment-là, vous êtes visible. Parce que c'est la diaspora. Même du point de vue politique, le jour où vous sortez un candidat diaspora, on va vous dire, au Salanini, ah, école Waneza Abisso. Ah, hôpital Waneza Abisso. Ah, hôpital Waneza Abisso. Mais il y a des initiatives individuelles. Mais ce n'est pas beaucoup plus visible parce que ce ne sont pas des initiatives collectives. Comme des initiatives de la diaspora. Oui, il vient de la diaspora, mais il n'y a pas une organisation diaspora qui a déjà fait quelque chose. Voir, par exemple, ici, hôpital de la diaspora congolaise, bien organisé. Nos médecins qui quittent ici vont faire vont prodiguer des soins là-bas, et ainsi de suite. Même chose pour des écoles, et ainsi de suite. Donc, voilà un peu. Nous ne sommes pas encore là-bas, nous sommes au niveau de la réflexion, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont échoué, et il faudra élaguer les éléments d'échec possibles qui ont fait, comme je disais, c'est une tautologie, excuse-moi, qui ont fait échouer les précédents projets pour qu'on puisse donner un maximum de chances à de nouveaux projets qui pourront être de pouvoir réussir. Et quand nous disons, c'est-à-dire que si c'est une organisation, il y en a une, il peut y avoir une autre organisation peut-être dans ce sens-là. Et au final, nous pouvons nous retrouver dans une plateforme d'organisation de la diaspora. Voilà, et puis vers toutes les organisations. Les organisations. Donc voilà, en ce moment-là, on aura au moins fait quelque chose. On aura en ce moment-là une diaspora visible. Et bon, c'est comme dans pour le racisme. Cela suppose aussi qu'on ait un pays qui fonctionne. Parce que vous pouvez être sûr que si vous n'avez pas un pays qui fonctionne, bon, les histoires que vous pouvez les tenter dans vos pays d'accueil. Mais dans vos pays d'origine, ça ne va pas aller. Et dans le pays d'accueil, il n'y aura pas suffisamment de respect. Parce que si vous venez de quelque part où les gens ne sont pas respectés, ne vous en faites pas. Tout ce que vous allez tenter, on va toujours vous regarder avec un certain dédain. C'est comme le racisme. Si le racisme existe, enfin, peut-être pas s'il ne peut pas exister, mais si le racisme anti-noir continue à prospérer, c'est parce qu'il nous identifie plus à l'Afrique. Si en Afrique, il y avait un pays où on sait qu'il y a des millionnaires, où on sait que c'est bien construit, où on sait que les gens qui viennent de là, ne vous en faites pas, on va vous regarder d'une autre façon. Donc c'est parce que quand on vous regarde, on voit le pauvre, on voit le malheureux, on voit le sauvage, on voit ce genre de trucs, que ben voilà, ça pose un peu ce genre de regard. Donc le jour où nous serons organisés, nous serons regardés aussi différemment. Voilà, merci beaucoup. Le jour où on sera organisé, on sera regardé autrement. Et je crois que vous avez donné beaucoup d'idées. Vous avez parlé de la prise de conscience, de l'union qui fait la force. Vous avez parlé de l'identification de points positifs et négatifs, du manque de confiance aussi au sein de la communauté. Ça aussi, c'est un sérieux problème. Donc, vous qui nous suivez, vous avez entendu parler du projet que Fabien a. J'espère que Fabien, tu vas nous laisser savoir... Ce n'est pas moi qui l'ai. Non, le projet dont tu nous as parlé. Voilà, c'est une réflexion qui a commencé avec plusieurs personnes. Voilà, moi, je n'aime pas m'approprier quelque chose, même quand ça vient de moi, mais c'est que je considère des projets participatifs. Ce sont des projets qui ont une grande chance de réussir. Ce qui a tué ce pays, c'est de se croire providentiel, et même quand on n'en a pas les capacités, en fait, mais parce qu'on a toujours cette attitude-là de se mettre devant, et ainsi de suite. Mais il faudra que les textes, l'organisation puisse prévaloir sur voilà, les personnes. Ce qui fait que si nous faisons pour la diaspora est réputée être éternelle. Voilà.
Mhm. Même si nous avons un pays qui fonctionne, il y aura toujours certains de nos compatriotes qui seront toujours à l'extérieur du pays. Mhm. Et si c'est un qui fonctionne réellement et qu'il y a des gens qui la rendent pérenne, je pense que ça sera une bonne chose que de rester, par exemple, sur Mhm. un quartier. Ah, j'espère que quand ça sera prêt, donc l'équipe tiendra au courant, nous tiendra au courant de comment adhérer, qu'est-ce qu'il faut faire, comment vous êtes organisé et puis quelles sont les structures. Je crois Quand que... nous serons organisés, parce que l'ambition, c'est que ça soit une structure qui soit tout à fait transparente. OK. Tout à fait transparente. Donc, ça signifie que si nous sommes à 10, on dira que nous sommes à 10 Mhm. et qui fait partie de ces 10 et qui cotise quoi parmi ces 10 Mhm. et quel est le rôle de chacun dans ces 10. Et si nous voulons mettre en place un projet, ça sera un projet accepté par le 10 Mhm. qui sera suivi par le 10. Donc voilà un peu, c'est comme ça que nous voyons ça. Et très souvent, ce qui a posé énormément de problèmes dans notre communauté, c'est que, bon, voilà, les gens font des choses en catimini. Voilà, les Et choses n'étaient là, pas claires. si Mhm. ça fonctionne, il y aura un site Internet où toutes les contributions seront, par exemple, répertoriées. Public. On sait que nous sommes à 10, Mhm. tout le monde a mis ceci et la banque est logée à tel endroit. Mhm. Voilà, tout simplement. Et le jour où on décide, voilà, nous dépensons de l'argent, tout le monde qui est sociétaire sait qu'on a sorti autant, on a dépensé autant et c'est allé à tel endroit. Mhm. Mhm. Donc, sans cette transparence, je pense qu'on n'y arrivera pas. On est dans une communauté de toute façon où les gens peuvent aller inventer des histoires, alors que ce n'est pas ce qui se passe, donc Oui. malheureusement. Et, voilà, quoi. Il faut vraiment prendre toutes ces mesures pour que les choses puissent évoluer un peu différemment. Merci beaucoup. On espère à la réalisation de ce projet. Déjà, quand vous commencez, la base, c'est la clarté. C'est déjà un début vers la confiance. Merci beaucoup, Ouais. Fabien. Merci beaucoup. Parce que tu as un live tantôt là. Je ne vais pas te retenir longtemps. Il faut que tu ailles te préparer. Et les amis, Fabien Kouswanika de Télé Tchangou, il nous a accordé son temps. Et si vous n'êtes pas abonné sur sa chaîne, abonnez-vous aussi. Et c'est de là que vous aurez toutes les informations, les analyses sur ce qui se passe au Congo. Merci beaucoup, Fabien. Je te libère et on se retrouve très bientôt. Merci. Merci Dali et merci à Joël. Merci à tous ceux qui nous suivent également. Donc voilà, on se retrouve tant que toutes les fois qu'il y aura besoin de moi, on pourra toujours donc se voir dans le cadre de ce genre d'échange. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, chers amis, nous étions là avec Fabien Kouswanika de Télé Tchangou. Et voilà, il y a Véry qui a dit l'organisation accueille, identifier des compatriotes, détecter des compétences, orienter dans divers domaines pour apporter un plus et atteindre des objectifs de développement de la communauté. Merci beaucoup, Véry, pour ton commentaire. Noah Katunda qui dit malheureusement, vous avez raison. Nous avons quelqu'un au bout du fil. Allô? Allô? Allô, je crois que c'est moi, Dali, non? Ah, tu es revenu. Je suis revenu, désolé pour nos amis qui nous suivent. Je ne sais pas pour quelle raison Internet s'est interrompu de manière inopinée. Et, Sans prévenir, là. j'ai fait tout ce que je pouvais, mais j'ai dû abandonner. Après, j'ai vu que c'était revenu de soi-même. Oh. Je ne sais pas trop pourquoi, je suis vraiment désolé. J'étais en train justement de parler de... Parce que je viens de libérer Fabien, il est parti. Et oui, je vous ai suivi. J'étais en train de suivre sur un autre téléphone où Internet marchait bien. Ah, ok. Voilà. Je ne vais pas te retenir longtemps parce que ton Internet risque encore de nous jouer un mauvais tour. Un dernier mot? Quelque chose à ajouter rapidement pendant une minute? Allô, Jacques? Bon, je vais en partie ce que Fabien a dit. Il a là. Allô? Allô? Oui. Oh, tu m'entends, Dali? Je t'entends, oui. Voilà, ça c'est la RDC, hein, veuillez comprendre. Bon, alors, je crois que je vais dire
juste deux petites choses rapidement. Je pense que voilà, j'étais en train de donner l'exemple du procès 100 jours. On a eu le procès 100 jours parce qu'il y a un Libanais qui a pu rafler un très gros contrat. Comment est-ce que les Libanais, les Pakistanais, les Indiens viennent d'autres pays et viennent chez nous en RDC et sont capables de rafler des gros contrats pendant que les nationaux sont là? Alors, si on doit faire l'analogie, est-ce qu'on peut penser aussi, c'est que quelle force peut devenir le Congolais de la diaspora aujourd'hui pour pouvoir être capable justement de rafler des gros contrats, mais pas pour voler, hein, pas pour détourner les deniers publics comme dans le cas du procès, mais c'est ça. Alors, je pense que comment aborder ces marchés-là, par exemple, dans des entreprises, en Europe, en Amérique, comment être à mesure d'être approché par ceux qui dirigent de l'autre côté en devenant une force économique. Donc voilà. Et alors, pour devenir une force économique, qu'est-ce qu'il faut? Je pense que le poids démographique, c'est-à-dire le nombre compte. Évidemment, il y a aussi le poids économique, c'est-à-dire l'apport financier que la diaspora peut avoir. Ok, nous, notre argent, c'est pour acheter les habits, pour acheter des belles voitures. Mais comment est-ce que nous pouvons être en mesure de mettre ensemble un paquet et travailler ensemble dans l'unité pour pouvoir produire des choses? Et je veux donner un exemple très pratique dans le cas des médias, par exemple. Comment est-ce que la diaspora, par exemple, pouvait être en mesure, au lieu d'avoir Congo, Lisolo, Congo, machin, Congo, tous ces sites Internet-là, pouvoir conjuguer des forces pour avoir une chaîne de télévision de la diaspora congolaise? Ce serait déjà un bon début pour commencer. Alors, vous avez soulevé, je termine par là, vous avez soulevé le fait qu'il fallait identifier les compétences. Oui, et les compétences sont partout au sein de la diaspora, il faut le dire. Nous avons des Congolais avec des diplômes d'une valeur inestimable, mais voilà, il faut réunir cela. On a parlé de projets en RDC, et justement, voilà, ça fait aussi un poids de voir que la diaspora congolaise est organisée et a construit un grand hôpital, par exemple, à Massina, ou quoi, vous voyez, des choses comme ça. Oui. Et pour terminer, vous avez parlé d'envoyer les jeunes dans les universités pour faire pour pouvoir acquérir de bons diplômes. Et donc, à côté de l'aspect économique, il y a l'aspect politique. Il faut aussi que la diaspora congolaise, justement, se prépare à étudier suffisamment pour pouvoir influer dans les milieux politiques. Et c'est très, très, très capital. Parce que voilà, il y a les décideurs. Si nous ne sommes pas au milieu des décideurs, c'est difficile de pouvoir émerger. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que la diaspora congolaise puisse investir les milieux politiques aussi. Là où on décide, en tant que bourgmestre, en tant que, je ne sais pas moi, ministre, pourquoi pas. Donc, ça pourrait avoir de l'impact aussi sur la force même. Parce que voilà, si tu veux qu'on t'écoute, il faut que tu puisses avoir suffisamment de force dans le monde d'aujourd'hui. Oui. Et donc, c'est très, très, très capital. Je ne veux pas aller plus loin. Je suis venu en retard, donc je vais m'arrêter là pour le moment, mais je promets d'être disponible pour le prochain numéro si vous avez besoin de moi. Merci beaucoup Jacques Kini, qui est journaliste Groupe Univers, n'est-ce pas? Et oui, Univers Groupe Télévision. Univers Groupe Télévision. Et actualité.cd. Et actualité.cd. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta disponibilité et j'espère que tu seras encore disponible le next time. Et j'espère bien. En tout cas, j'essaierai de faire de mon mieux pour que cela n'arrive plus. Je promets. Surtout la connexion, c'est ce que... c'est ce dont nous avons vraiment besoin. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin. Je ne vais pas vous retenir longtemps parce qu'il y a certains qui vont travailler demain. Et merci beaucoup. Et je ne sais pas si je peux dire bonne fête d'indépendance pour les Congolais, vous les amis compatriotes congolais. Mais continuons de réfléchir, avoir des idées pour sortir de cette situation. Nous, en tant que diaspora, continuons de réfléchir sur cette question. Quelles sont les stratégies pour mettre en place, que nous pouvons mettre en place
pour devenir une diaspora, une communauté congolaise forte au sein des pays étrangers. Voilà, merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci aux amis qui viennent de s'abonner. Merci à vous tous pour vos commentaires. Je vous retrouve très bientôt pour un autre direct. N'oubliez pas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, comme ça vous aurez des notifications. Chaque fois que nous allons prévoir des directs, vous aurez toujours des notifications en avance pour ne pas rater. Merci et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.